Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Lui, le podcast où on reçoit des potes de Jérémy pour parler de lui. Pour ce nouvel épisode, on reçoit une partie de l'avant-scène opéra, une petite partie même s'ils sont très nombreux. On reçoit Charlotte, Faustine, Julia, Yves et Maïté. Pour commencer ce podcast, je vous propose de peut-être vous présenter en quelques mots et puis dire aussi quels étaient vos liens avec Jérémy. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite commencer. Bon. Volontiers. Je m'appelle Charlotte Schneider et je suis flûtiste et je fais partie de l'avant-scène depuis très longtemps. Donc j'aime aussi beaucoup chanter et faire du théâtre et donc voilà, faire toutes ces différentes choses qui sont possibles dans le cadre de l'avant-scène. Et justement, j'ai rencontré Jérémy à l'avant-scène, mais je ne me souviens pas exactement quand, parce que pour moi, il a toujours été là quand j'étais à l'avant-scène. Donc on s'est croisés pour des chœurs d'opéra, pour de la fanfare, pour du théâtre beaucoup. Et voilà, donc c'était beaucoup d'années, aussi beaucoup de festivals de Luçon ensemble, beaucoup de rigolades et de musique et toutes ces choses qu'il faisait aussi avec passion. Donc voilà. Alors moi je suis Faustine Brenier, je travaille à l'avant-scène depuis 30 ans, du coup j'étais quand même là avant lui. J'ai réfléchi ce matin et je me suis rendu compte que la première fois que je l'ai vu, c'était certainement, je suis pas sûre, mais certainement une production d'Orphée aux Enfers qu'on avait fait dans un collège à Colombier, pour lequel il avait tenté, c'est pas une question de talent, mais tenté de faire de la lumière parce qu'on avait fait ça sur des tables avec du public des deux côtés pour faire de la lumière qui n'éblouit pas le public mais qui éclaire quand même les comédiens. C'était un joli défi pour sa première expérience, je pense. Et donc voilà, c'est le premier souvenir que j'ai trouvé ce matin, mais j'en ai beaucoup depuis, sur scène, en régie aussi, parce que je travaille aussi à Fontaine-Melon avec lui dans l'équipe technique. Et puis, lui, différents postes musicaux, direction, comédien, plein de choses aussi. Donc, beaucoup de souvenirs. Voilà. Alors moi, je m'appelle Julia Moreno. J'étais plutôt de formation danseuse et puis je suis arrivée à l'ASO par le chant et le théâtre et l'opéra qui englobe tout ça. Et bien, m'a beaucoup plu. Et j'ai connu Jérémy lors de On ne badine pas avec l'amour, une pièce qu'on a jouée ensemble avec d'autres bien sûr. Et moi j'étais une mémé acariâtre qui s'occupait d'une jeune fille et lui c'était l'amoureux transi de cette jeune fille. Alors il y avait cette fraîcheur, c'était un jeune premier adorable sur scène et hors de scène. Et ensuite, comme Charlotte et comme beaucoup d'entre nous, on a fait plein de spectacles théâtre, fanfare, où il prenait toutes sortes de personnes pour faire ces folies qu'il inventait sur scène. Après, on a chanté ensemble, on a évidemment aussi joué sa dernière pièce grandiose de L'ombre d'une fausse note. Moi, c'est Yves Sen. J'ai créé l'avant-scène opéra. Et puis, j'ai hérité de Jérémy un peu par amour et par alliance, puisque il m'est tombé dessus comme ça, parce que j'ai épousé sa cousine. Donc, il fallait bien faire, voilà. Donc, on fait avec. Et puis, donc, je l'ai connu plutôt d'abord dans une soirée de Noël, où il faisait le Père Noël, très bien d'ailleurs, très très bien le Père Noël. Mais quand le Père Noël était là, Jérémy n'était plus là. Allez savoir pourquoi. Et suite à ça, bien, il m'a fait part de toute sa passion pour toutes ces activités multiples qu'il avait. Et puis, depuis, est née vraiment une relation très, très privilégiée avec lui. Voilà, c'était devenu quelqu'un qui partageait beaucoup de moments, notamment au moment de lancer les projets. Chaque fois qu'il y avait un nouveau projet, chaque fois qu'il y avait une petite question sur comment entreprendre un nouveau projet, on a eu de très belles discussions. Et puis bien sûr, après, toutes les réalisations qu'on a pu faire. Voilà, pour moi c'était ça, Jérémy. Merci. Alors moi c'est Maïté Sen et j'étais la cousine de Jérémy. Et donc je l'ai connu tout bébé aux fêtes de famille, on se voyait assez souvent, une famille assez nombreuse, beaucoup de cousins cousines, mais aussi un peu fusionnelle, on adore les fêtes de famille. Donc on se voyait beaucoup, puis en effet c'est Jérémy qui faisait le Père Noël aux fêtes de famille, voilà. Et
on s'est rendu compte assez vite que Jérémy, il y avait un sacré potentiel. Déjà, même simplement avec sa trompette, il venait devant le sapin, il jouait, et puis c'était toujours très détendu, il se passait toujours un truc. Et puis après, il a rejoint la compagnie, autant pour les lumières, la technique, la trompette, le jeu. Tout à coup, on s'est rendu compte qu'au théâtre, waouh, c'était incroyable aussi, qu'il en voulait et qu'il était surtout très ancré. Et il y avait une sorte il y avait une sorte d'évidence à ce qu'il soit là, je pense. Ça dépassait un petit peu le rationnel. Et petit à petit, il s'est retrouvé dans tous ces projets. Et c'est vrai que pour moi, c'était toujours chouette de le voir. Il arrivait toujours en me disant bonjour, coude. Et, voilà, c'était évident en fait qu'il allait faire tous ces projets avec nous. Et puis après, il nous invitait aussi pour ses projets à lui, à Fontaine-Melon avec la fanfare. Il m'avait composé un air sur une musique d'un film de Hitchcock. J'ai dit, mais tu crois que je vais chanter ça, moi, avec la fanfare derrière? Parce qu'un orchestre classique, ça va, mais quand il n'y a que des cuivres et puis qu'on n'est pas... Oui, ça va aller. Et puis on avait répété, et puis il y avait toute une mise en scène avec des explosifs et tout. Donc c'était à la Jérémy, c'était chouette. Merci. C'est un peu grâce à lui que je vous ai tous connus, enfin quasi tous en tout cas. C'était un peu ma porte d'entrée vers l'avant-scène. En fait, c'est lui qui a pris l'initiative de se lancer dans les cours de théâtre avec le théâtre Entracte il y a un bon moment déjà. Je pourrais même plus dire à quelle date c'était, mais c'était vraiment il y a un moment. On a joué dans Cyrano les deux. On avait des cours avec justement Jérôme et Alex à l'époque. Et puis c'est là que j'ai rencontré une bonne partie d'entre vous. Après, il y a eu une petite pause pour moi, mais lui, il a continué à être bien actif avec vous. Et puis après, je vous ai retrouvés. Mais c'est vrai que j'ai plein de souvenirs avec lui et avec vous. S'il y avait un souvenir en particulier, parce que vous aussi, vous en avez plein forcément, s'il y avait un souvenir en particulier que vous gardez de Jérémy à l'avant-scène, ce serait lequel? Ou lesquels? Parce qu'on va pas se limiter forcément à un, quoi. Il y en a quantité. C'est une question très très compliquée. C'est hyper compliqué, Et ouais, puis ce je sais. matin, en fait, il m'en est revenu 150. Commence par son Moi, 50e, j'aime puis on va bien jusqu'au choisir un, on en avait parlé avec Vincent Steiner aussi. On jouait dans une pièce de Sartre, avec Julia aussi, Huis clos, qui est quand même une pièce assez sombre, on peut dire. Et Jérémy, il jouait le rôle du garçon, il le jouait très bien, mais le rôle du garçon, il est délicat, il arrive au début, il fait entrer les personnages en enfer, donc il jouait ça de manière très distinguée, et c'était parfait. Et le problème du garçon, c'est qu'il joue au début, puis après il attend toute la pièce, puis à la fin, il doit juste ouvrir une porte et la refermer. Donc c'est très long. Et on jouait ça à la BPU, donc au Collège Latin, dans le bureau du directeur qui est magnifique avec un escalier en bois et tout ça. Et on jouait ça. Et Jérémy, pendant les spectacles, sans rien nous dire, il a tourné en fait toute une sorte de vidéo, avec son téléphone, il a tourné tout un petit film sur ce que faisait le garçon pendant que ses amis s'amusent sur scène. Alors on le voit se promener dans le couloir du Collège Latin, il regarde les petits fichiers des livres, il est sur le bureau comme ça avec ses jambes croisées et enfin il a fait tout un film qui est vraiment, il nous a montré ça et c'était Jérémy quoi. Bien, moi, je me souviens le dernier face-à-face que j'ai eu vraiment seul avec lui. C'était à Luçon, il était en préparation de L'ombre d'une fausse note. Et puis, il me dit, Julia, il faut absolument qu'on ait un petit moment ensemble, je veux parler tango. Et alors, on s'est retrouvés un soir à boire des verres, et puis il m'a interviewé sur ce que je pensais sur le tango. Et je lui dis, voilà, pour moi, c'est un contraste, c'est amour-haine, éloignement, fusion, c'est toujours quelque chose comme ça, de dual. Et lui, il écoutait, je voyais qu'avec son sourire, toujours son sourire qui est à l'esprit, comme musicien, je sentais déjà faire ses notes dans la tête, et moi, comme danseuse, alors j'étais devant, je faisais des gestes, on a beaucoup ri. Et en fait, il crée un tango pour la fin de la pièce L'ombre d'une fausse note. Il voulait que je danse ça avec Vincent, qui était un personnage aussi, qui était toujours fusionnel avec moi. Et il m'avait demandé de faire toutes les chorégraphies. Il voulait qu'on danse ce tango à la fin. Mais ce qui m'avait tellement plu et touché, c'est qu'il ne voulait pas juste faire une musique et puis il dit « Julia, tu danses ». Il voulait que je puisse être intégrée
que je puisse danser avec tout mon corps, tout mon cœur et toute mon âme, quelque chose qui me plairait vraiment. Et il m'a dit, voilà, envoie-moi 2-3 tangos que tu aimes bien, maintenant j'ai compris ce que c'est pour toi. Et il m'a créé ça. Et je pense qu'après, quand j'ai vu l'œuvre entière, L'ombre d'une fausse note, c'est vraiment un testament. Il a mis là-dedans tout ce qu'il sait faire. Il était le créateur, le compositeur, le producteur, et puis il était l'acteur, et il a joué, il a chanté avec toi d'ailleurs, il a dirigé l'orchestre, donc il a fait là, tous ses talents, il les a mis là, et en plus il a donné ses cadeaux à sa bande de fous qu'on est toujours, il a réuni tout le monde, et il a créé pour chacun des chants qui leur correspondent, pas seulement à la voix, mais qui correspondent à son caractère. Et moi, j'étais très honorée d'avoir eu ce tango, mais aussi des chants qu'il m'a fait pour moi. Et le duo qu'il a fait avec toi, c'était vraiment, pour moi, une pure traduction de votre complicité tellement naturelle. On voyait l'amitié, on voyait tout là dans ce morceau-là. Et donc, je pense qu'il a donné là un cadeau immense et montré son talent au service des autres. Il nous mettait en lumière, là encore plus que d'habitude, et lui se retirait. Et à la fin, on chante, voilà, il faut croire au lendemain, etc. Il y avait ce message d'espoir. Voilà, donc pour moi, c'était l'œuvre la plus complète qu'il a faite jusqu'à maintenant. Il aurait certainement pu en faire plein d'autres, mais c'était la fusion avec ces gens autour de lui et avec l'art qu'il savait mettre en avant. Dans ces discussions, c'était toujours très intéressant parce que le chemin s'est pas fait si simplement. C'est-à-dire que, on l'a tous très bien connu, toi particulièrement, et tu sais très bien qu'il y a eu des périodes de doute, de savoir est-ce qu'il allait être cinéaste, est-ce qu'il allait être musicien, est-ce qu'il allait être compositeur. Finalement, il était tout à la fois. Et puis moi, j'adorais ces discussions où il s'interrogeait beaucoup sur les structures à développer, enfin les projets à développer, et donc les structures qui en découlaient. Et puis jusqu'à créer finalement sa propre entreprise et se mettre à son compte parce que ça correspondait très très bien à sa personnalité. Et je dois dire qu'on oublie souvent parce que nous on voit la part de rêve, mais le nombre de fois où autour de la table il venait puis il me dit « Regarde, ça c'est mon agenda, là je suis surbooké, mais là j'ai rien. » Puis je dis ben, « On va le surbooker hein, cet endroit-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et puis voilà, puis ensemble on construisait quelque chose. Et ben, alors, il y a 2 mois de libre, on va pas te laisser. Alors, c'était un arrangement orchestral ou c'était un arrangement ou un projet, etc., sur lequel on se lançait. Et tout d'un coup, ben, voilà, je lui donnais un tout petit indice, voilà, une petite direction en disant, ben voilà, comme le projet Barrico Novecento, on pourrait faire quelque chose. Et puis lui, bien sûr, je lui demandais 10 et il me donnait 100, il me donnait 1000. Et je savais qu'on irait dans cette direction. Et puis il y a quelque chose que j'oublierai jamais, c'est cette étincelle en fait, ce doute qui se transformait en étincelle. C'est qu'au moment où il vient, il y avait ces grands vides. Puis les artistes, on connaît ça, ces moments un petit peu de détresse où on se dit, c'est la page blanche, quoi. Et puis on est autour de la table et on discute. Et puis lui, il avait toujours un petit peu cet humour très à fleur de peau. Et puis tout d'un coup, ça se transformait comme ça en un projet. Je voyais l'étincelle. Et puis là, je me disais, bon, ben là, je l'ai perdu, quoi. C'est bon, il va venir avec... Et ça finissait toujours de manière plus grande que ce qui était prévu au début, mais tant mieux. C'est aussi le but. Et ça c'est une sensation, un sentiment qui était merveilleux à partager avec lui. Et alors, bien sûr, des fois, il venait dans mon bureau. Là, on était en train de travailler encore dernièrement sur des projets. Puis des fois, c'était... on parlait de Noël avant. C'était pendant un repas de Noël, ou bien c'était pendant un repas de famille, ou voilà, au détour d'une rue, tout d'un coup, il m'arrêtait, puis il me disait, il faut absolument que je te voie. Et puis voilà, tout d'un coup, de là naissaient quelques projets. Et cette confiance à partager, c'était très très beau à vivre. Ouais, et ça rejoint un peu l'idée de la relation qu'on pouvait avoir avec lui. Il tenait à avoir des relations, je pense, privilégiées. C'est pas quelqu'un qui juste brassait comme ça de l'air. C'est quelqu'un qui tenait à connaître les gens vraiment très très bien. Je peux raconter juste une petite anecdote qui n'est pas liée à l'avant-scène directement, mais quand il y a eu le Covid,
eh bien, on a dû renoncer à faire les fêtes de Noël en famille du côté de la famille de Maïté. Et il savait à quel point j'y tenais. Moi, j'adore la fête de Noël dans la famille de Maïté. Et puis, il a dit, Yves est trop triste qu'on annule cette fête. Et moi, je vais organiser un Noël, on avait le droit d'être 10. Donc, il avait invité ses parents, notre famille, et puis on s'était retrouvés encore avec une tante. Et il avait lui-même organisé le Noël pour que je ne sois pas triste. Oui, après, c'est sa maman qui avait fait la cuisine. Bien sûr, bon, c'est sa mère qui a fait la cuisine, qui a fait le champagne, etc. Mais c'est quand même lui. Voilà, c'est quand même lui qui avait donné cet impulse. Puis moi, ça m'avait vraiment touché profondément, quoi, parce que il avait vu que c'était important pour moi. Puis quand on avait annoncé que c'était annulé, Puis il jouait à la fanfare le matin. Il jouait, puis après il avait dû venir. On était dû... chez lui avant lui, en fait. Voilà, voilà. Mais ça, c'est normal quand il faut se... Parce que le matin, du coup, vous allez jouer dans les rues. Ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais c'est pour montrer aussi, justement, à quel point il avait cette sensibilité et puis cet intérêt pour les autres dont Julia parlait juste avant et puis qu'on a tous bien connu, quoi. Il avait envie de faire plaisir et de partager ce plaisir et que son plaisir à lui était jamais aussi grand que quand il pouvait vraiment partager. Toujours très sereinement, avec beaucoup de calme, beaucoup de bienveillance pour chacun, pour essayer de trouver chez chacun ce qui allait lui convenir. Merci. J'ai envie de rebondir sur la dernière phrase que tu as dit, parce que quand il venait au stock de costumes pour chercher des costumes, il cherchait aussi pour chacun et chacune ce qui allait lui convenir, ta phrase. Et c'était... J'ai vu évoluer au cours des années sa manière de me raconter ses projets. Parce que moi, souvent, les projets de la fanfare, je les découvrais au stock entre des sacs de costumes, et il me racontait des histoires, et des fois... C'était évidemment un petit peu rocambolesque quand même. Donc, oui, alors il y a des martiens, et puis, ah bon, ok, des martiens, d'accord, tu les vois habillés comment? Et puis, il commençait dans ses explications, puis on voyait aussi beaucoup de modestie dans le truc où il riait presque de son résumé qui était dans tous les sens. Et puis finalement, il disait, ouais, mais ça, je suis pas sûre que ça va lui plaire. Enfin, il y avait quand même il se préoccupait du comédien ou de la comédienne et de son bien-être, que c'était important pour lui et tout. Et il repartait toujours avec plein de sacs de trucs. Et puis, la plupart du temps, ça marchait bien. Et voilà. Mais c'était toujours très drôle de l'entendre tout seul nous raconter ses projets complètement fous, avec ses idées dans tous les sens. Puis, il me racontait en 5 minutes ce qu'il avait mis certainement une année à construire dans sa tête. Puis, il y avait une petite modestie qui est quand même... Il devait se dire, non mais elle va me prendre pour un débile, quoi. C'est pas possible que je sois pris au sérieux en racontant des trucs aussi dans tous les sens. Et puis finalement, bah non, j'ai évidemment jamais pris pour un débile. Au contraire, je disais, mais en fait, c'est pas bête ce que tu es en train de me dire, c'est super. C'est riche, c'est intelligent, c'est plein de choses. Et puis, heureusement pour lui et pour nous, plus ça avançait, puis moins il était en train de se dire c'est débile et il est en train de me prendre pour un crétin. Et plus il venait un peu plus sérieusement me demander des trucs avec des listes et des choses qui étaient un peu plus construites aussi de son côté. Mais c'était super intéressant de voir aussi au cours des années ces évolutions. Et comme tu disais tout à l'heure, un peu l'apothéose de tout ça avec d'une fausse note où il y avait vraiment beaucoup plus de choses qui étaient claires dans sa tête et aussi que c'était pas lui qui allait s'occuper des costumes en fait. Il allait me laisser la patate chaude parce que ça c'était un peu gros quand même de jouer, chanter, diriger, voilà. Et donc j'étais très contente d'avoir pu faire ce projet-là pour finir tout ça. Moi, en venant ici, il m'est revenu un souvenir de la dernière fois où je suis venue à la Chaux du Milieu. Et c'était pour Jérémy, évidemment. Et il m'avait demandé, avec Florence, de venir renforcer la fanfare. Et donc, le jour même, c'était un mercredi, j'avais pris ma flûte traversière moderne, que je joue plus beaucoup, mais je l'ai prise avec moi. Et puis, le jour même, j'ai joué un peu et j'ai vu qu'il y avait un problème. Et je me suis dit, bon... Je sais pas, on verra, mais j'étais déjà partie, donc je suis venue. Et je sors ma flûte, on la regarde avec Florence, et là, une clé qui tombe, juste comme ça. On la regarde et hop, la clé tombe. Et donc, évidemment, avec une clé ouverte au milieu de la flûte, on peut plus faire grand-chose. Et donc là, Jérémy me regarde avec son air ahuri, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais du coup, ça devenait compliqué de renforcer sans instrument. Mais bon, entre tout le monde, ils ont dit, ah, mais dans le local de fanfare, on doit avoir quelque chose.
Ils sont allés chercher, ils ont Un trouvé tuba. un tuba. Et ils ont trouvé une flûte, et voilà. Et du coup, on a pu faire la répétition, et j'ai pu aller faire réparer ensuite l'instrument. Mais donc, effectivement, ça m'est revenu en venant. Mais sinon, quand je pense à Jérémy, tous ces derniers temps, je pense tous les jours à lui. Et ce qui me revient, c'est pas forcément un souvenir précis, mais c'est plein de moments où on a passé beaucoup de temps, je pense souvent à Luçon, parce qu'à Luçon, c'est là où on passait le plus de temps ensemble. Il était là pendant 2 semaines avec nous, et il pouvait pas nous échapper. C'est remarquable d'ailleurs. Ce qui est remarquable, parce que c'est vrai que quand on fait les projets à Neuchâtel, il est là, mais souvent, il est toujours entre 1000 autres choses. Et donc, des fois, on a moins le temps de passer du temps ensemble. Mais à Luçon, on passait beaucoup de temps, toute la journée. Souvent, on logeait au même endroit. Donc, on vivait plein de ces moments. Et puis aussi, des trajets. Je me souvenais, en te revoyant aussi, je pensais à notre trajet où on était partis à minuit, tous les trois, avec le crafter. Et on était arrivés à 7h du matin à Luçon, et c'était tous ces souvenirs là, et puis aussi tous ces les jeux de mots qu'il aimait faire et que j'aimais faire aussi avec Vincent, où à chaque fois qu'on voyait un panneau sur la route, on faisait une blague nulle, et puis toutes celles-là je les ai écrites, donc on les dit encore à chaque fois qu'on va à Luçon, on fait la même blague nulle. Il nous avait par exemple sorti une fois, c'était marqué Plovier. Et il nous a juste dit les ploviers, c'est ceux qui réparent les lamabos. Et c'est vrai, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et puis aussi, il y avait le département de l'Isère, et il y avait l'Isère, et il y a le Pintan aussi. Donc, ce genre de choses qui nous restent toujours et qui me font toujours rire, et du coup qui me font aussi beaucoup penser à lui. Et aussi tous ces moments de théâtre où... ces moments passés sur la... J'ai trouvé récemment une photo que j'ai aussi envoyée à sa maman, c'était un beau souvenir sur la place des Marronniers en 2021, où on préparait ses textes, où il était arrivé, il n'était pas encore tout à fait au taquet, et on avait passé toute l'après-midi, si possible, en cherchant l'ombre des Marronniers avec Vincent et Jérémy, et je lui donnais la réplique pour essayer d'apprendre son texte, et c'était ce genre de moment simple et du quotidien, mais qui était qui me reste en lumière, et qui me font sourire quand je pense à lui. Ouais, tu parles de Luçon, moi ça faisait très très longtemps, enfin, ça faisait un bon moment que je n'étais plus revenu au festival, et l'année passée, j'ai eu la chance de pouvoir revenir vers vous. Et c'est vrai que j'ai passé énormément de temps avec Jérémy, et avec vous, mais beaucoup avec Jérémy quand même. C'était drôle parce que du coup, il était à la fois dans la création et il devait chapeauter son propre projet, ce qui prenait énormément de place. Mais il était très serein. On a fait ça dans des conditions, tout à coup, on changeait d'endroit à la DER, et puis il fallait quand même pouvoir... Et j'ai jamais vraiment ressenti en stress. Il était toujours un peu dans le contrôle de ça, et du coup, c'était très agréable. Puis à la fois, juste après, il avait le malade imaginaire. Ouais. Il devait répéter ça. Il était un peu moins au point sur le malade imaginaire. J'allais dire, pas répéter, apprendre. Puis du coup, on était un peu au bord de la piscine. Est-ce qu'il avait le livre d'ailleurs? Il avait le livre. Et il l'avait acheté Récemment, avant oui. Luçon. Oui, Voilà. c'est ça. Juste avant. Mais je trouvais génial ce côté où il devait gérer tout un gros projet avant, et il était là à fond. Puis après ce gros projet, il y avait l'autre. Et il stressait pas pour l'autre parce qu'il savait que ça irait. Mais il n'était pas très au point au moment où on bossait ensemble et tout. Mais il stressait pas, puisqu'il disait ouais, ça va aller, on va le refaire encore une fois peut-être. Ouais, encore une fois. Et du coup, c'était génial d'avoir ce rapport au travail d'apprentissage d'un texte avec autant de sérénité, tout en sachant qu'on n'est pas encore au point du tout. Et je trouve qu'être à son contact, dans tous ces moments-là, ça a été super riche. Et je suis très content d'avoir eu la chance de le vivre avec lui, parce que du coup, il amenait vraiment cette dimension de ça va aller. De confiance. Ouais, un peu comme toi, souvent quand tu dis waouh, on joue dans 10 jours. Voilà. Dans 10 jours, dans 3 jours. Ouais, Non, mais Mais tu vois, mais je on trouve que- s'entendait bien, on avait un profil assez similaire, c'est vrai. Puis je crois qu'ici, autour de la table, mais aussi dans le public, et puis tous ceux qui ne sont pas là, on a une orientation solution toujours. Donc, et puis personne n'est là pour s'ennuyer ou se faire la tête, donc on essaye de se dire qu'on part toujours de l'idée que tout le monde donne le meilleur de lui-même, et puis on va être solidaire.
Il y a une fois David Thierry qui n'a pas été solidaire avec moi sur scène. Et je ne savais pas mon dialogue, que j'avais d'ailleurs commencé tout à l'envers. Et en me regardant, il me disait « cause toujours, cause toujours ». C'était au Théâtre du Passage. Mais c'est la seule fois où on n'a peut-être pas été solidaire, mais c'était très drôle. Peut-être pas à vivre, mais le résultat était très drôle. Mais par contre, c'est vrai que Jérémy était quelqu'un de tellement calme dans son approche, serein, confiant dans le résultat, en sachant qu'il pouvait compter sur tout le monde. Et puis, c'est très, très agréable de pouvoir travailler dans ces conditions. On devrait toujours travailler comme ça, non? Moi, je me souviens qu'une fois à Lucent, il était venu et puis, je ne sais plus pour quelle raison, mais il avait moins à faire. Un rôle peut-être plus court. Et puis, finalement, je le voyais triste parce que, voilà, ou peut-être Stéphane n'était pas là, je ne sais pas, on l'attendait, il ne pouvait pas. Je ne sais pas. Et du coup, j'arrive là dans le studio où on loge avec Maïté, puis je me dis, bon, je lui ponds une pièce de théâtre ce soir. Puis j'avais fait cette pièce qui s'appelait La Trompette, et qui est en fait une petite histoire d'un pauvre gars paumé qui voit pas les choses venir, mais qui est trompé par sa femme parce qu'il joue tellement de trompette qu'il finit par la lasser, quoi. Et puis personne, voilà, il lasse tout le monde autour. Et puis c'était très drôle parce que, après de travailler ça avec lui, ce rôle de perdant, où il y avait de l'humour, et puis bon, petit à petit, il s'était approprié le texte, il avait rajouté des répliques que l'auteur n'assume pas. mais ceci dit, c'était toujours très chouette. On parlait de cette rapidité. Tout de suite, il est parti dans le projet. Tout de suite, il dit oui, je le fais. Il l'a fait. Et 3 jours plus tard, on jouait. Donc, et ça, c'est quelque chose qui était très agréable. Et c'est aussi ce qui est beau, finalement, je trouve, qu'on s'est partagé, lui, dans ses spectacles, nous, avec l'avant-scène, et lui, avec l'avant-scène, c'est que on vient avec des idées, mais finalement, chacun se les approprie. Et puis, si quelqu'un a une idée et l'a fait évoluer, en général, on est d'accord. Hein, et puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est agréable, parce que finalement, personne n'a une vérité, c'est une vérité collective. Et donc, ça donne plein de sens à notre démarche, qui est une démarche de partage. Donc, et là, je crois qu'on en a souvent aussi parlé avec lui, et il adhérait à ça. Et ça se retrouve dans vos films aussi, que vous avez réalisé à moult reprises, hein, où il prenait pas toujours le premier rôle quand même, non? Non, pas toujours. Hein, justement. Il laissait la place de temps en temps aux autres. Non. Donc, ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties des précédents épisodes qu'on a tournés aujourd'hui sur toutes les qualités qu'avait Jérémy. Et c'est assez drôle de voir que ces qualités forcément se rejoignent d'épisode en épisode. Mais bon, sait-on jamais, peut-être qu'il y a d'autres qualités que qu'on n'aurait pas encore entendues. Quelles seraient les qualités principales de Jérémy selon vous? Qu'est-ce qu'il amenait? La joie, du rire. Une créativité énorme qui pouvait nous faire rêver. Parce que c'est ça surtout. C'est partir sur un projet, on peut monter une pièce, etc. Mais lui crée. Et moi, ça a été très frappant, bien sûr, dans L'Homme de Faustot, ça a été très frappant dans Novecento aussi. Parce que dans Novecento, il y avait Novecento, c'est la pièce qu'on ne peut pas mettre en musique, par définition, puisque c'est censé une musique assez précise, un jazz, etc. Et je me suis dit, mais c'est injouable, c'est immontable, incréable de faire une musique qui doit être sublime. Hein, surtout pour quelqu'un qui dit qu'il ne connaît pas le jazz. Elle est incroyable. Et c'est vrai, en plus, Jérémy me disait, mais moi, le jazz, c'est pas forcément non plus ma tasse de thé. Et puis pourtant, je pense que ce qui était très intéressant, c'est qu'au-delà du style de jazz qui appartient à quelque chose ou pas, à une école, à une époque, je ne sais pas, lui, il a trouvé l'esprit de ce que l'auteur, l'acteur voulait raconter. Et en fait, il n'a pas fait une musique qui correspondait forcément à l'époque, il a fait une musique qui correspondait à l'émotion du personnage. Et c'est là qu'on trouve toute sa créativité. Alors on la trouve dans d'autres œuvres, hein, bien évidemment. Mais je trouvais que ça avait été très très fort, parce que sincèrement, même si je ne doutais pas qu'on allait trouver une solution, je trouvais que le challenge était grand, parce que Novecento, si la musique est ratée, eh ben, c'est plus Novecento. Et d'ailleurs, quand on voit les films, ils tombent souvent dans les clichés du jazz. Soit ils prennent des tubes, soit ils prennent des imitations de tubes. C'est des musiques qui sont presque un peu ringardes. Alors que là, il a fait une musique à lui, authentique, qui correspondait finalement à ce que lui avait imaginé quand il lisait le texte.
et pas forcément aux didascalies qui disaient il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis, bon, le point culminant, c'est son magnifique solo de trompette, là, où il nous faisait tous pleurer. Mais c'était pas un solo de trompette de jazz, c'était Jérémy qui parlait avec son cœur. Et puis ça, cette créativité-là, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et puis, je pense que ça nous a permis, c'est ce qui nous réunit ici aussi tous, il nous donne accès à certaines formes de rêve. On peut rêver quand on interprète une œuvre déjà connue, mais je trouve toujours que quand c'est une création, il y a une dimension supplémentaire qui est magique, vraiment. Et là, on a eu la chance de vivre ça, et avec lui, et de le partager. Il faisait vraiment ça pour nous. Pour lui aussi, je pense. J'espère. Mais bien. Ah. Mais, ouais. Moi, je pense que c'était une sorte de caméléon, pas parce qu'il devenait bêtement la couleur du lieu comme ça, mais parce qu'il avait une profonde humanité. Il pouvait autant discuter ou faire des spectacles avec des fanfares. C'est un monde quand même assez particulier, des gens de toutes sortes, après avec des fous de théâtre. Et jamais je l'ai entendu critiquer quelqu'un. Jamais. Même quand il y avait un truc, on disait oui, mais ça, c'est pas correct et tout. Petit sourire. Ouais. Même moi, il m'a pas critiqué. Oui, toi, t'as Pourtant, critiqué. il m'a maudit. Oui, toi, t'as critiqué. Je sais, je voulais pas le dire, mais différent. voilà. Et cette humanité-là, pour moi, c'est comme ces gens qui passent. Hein, on dit, bah, non, je passe. C'est quelqu'un qui laisse des traces, pas seulement parce qu'il était talentueux à fond. C'est parce que humainement, c'est un modèle. Et dans un univers comme ça artistique où tout, il y a des égos, il y a des choses, et lui non. Donc ce caméléon qui peut s'ouvrir à n'importe qui. Moi j'ai l'âge d'être sa mère. Et pour moi, c'était un fils, un cousin, un frère, un super ami, alors que j'ai pas du tout l'amitié que toi tu as eu avec lui. C'était tout ça à la fois, mais profondément. Moi, je pense à lui tous les jours, comme dit Charlotte, parce qu'il était profondément humain. Il allait envelopper quelqu'un, pour que ce soit des musiciens qu'il devait diriger, ou n'importe. Il englobait quelqu'un. Et ce qu'il fait avec sa famille aussi, où il était épicier dans son village, enfin, c'est un gars qui est vraiment imprégné d'humanité. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui était très authentique, et dans sa musique, c'est aussi ça qui est intéressant. On a parlé ces dernières années beaucoup de sa formation. Et puis on était plusieurs à venir lui dire, mais va prendre des cours de composition pour encore développer ton langage, ce qui est normal, hein, et aller plus loin, etc., des cours d'orchestration, etc. Alors il apprenait, il adorait jouer de plein d'instruments, puis s'intéressait à tout ça. Puis souvent il m'a dit, mais j'ai pas envie de déformer cette chose essentielle qui faisait qu'il écrivait du Jérémy. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit souvent, les gens qui font des études et qui apprennent toutes les théories, certes peuvent aller très loin, mais c'est très dur ensuite de se débarrasser aussi de toute cette technique, alors que lui, il voulait directement aller à l'essentiel. Et même quand il devait orchestrer, il y a des instruments qu'il ne connaissait pas du tout. Et lui, il me dit, bon, je vais étudier la technique de l'instrument, mais au-delà de ça, j'aimerais surtout que ça sonne comme j'ai envie que ça sonne. Et de pouvoir représenter ce que j'aimerais vouloir représenter. Et donc, du coup, il évitait s'il avait fallu, s'il avait été vraiment précieux pour lui, il aurait fait toutes les études du monde, il n'était pas paresseux dans ce sens-là, mais il sentait qu'il y avait quelque chose, un langage qui lui appartenait et qui voulait développer lui-même à sa manière, mais pas forcément d'une manière académique. Donc c'est un talent pur comme ça qui se nourrissait de lui-même et puis des rencontres qu'il faisait. Et voilà, donc ça va aussi dans le sens de ce que je voulais dire. Mais moi, ce que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que ce que tu dis, je pense, c'est fondamental. C'était fondamental dans le caractère de Jérémy. Et surtout, mais ce qu'il avait comme qualité qui lui permettait de concrétiser les projets, c'est qu'il était quand même organisé. Parce qu'en fait, tu peux avoir un talent, une inspiration presque à l'état pur, et toujours faire en fonction que ça fonctionne pas, parce que tu n'as pas eu l'argent, parce que tu n'as pas eu le temps, parce que les comédiens étaient ceci, parce que les musiciens n'étaient pas assez cela. Mais lui... Bon, il avait les meilleurs, là. Non, mais justement, il allait partout et ça marchait partout. Donc ça veut dire qu'il avait la capacité d'organisation
de prendre les gens et de les amener où il fallait pour correspondre à son idée. Et ça, je pense, c'est quand même une capacité d'organisation, même si on avait, nous, au théâtre, on disait, mais Jérémy, il apprend ses textes au dernier moment. Oui, en même temps, il paraphrasait Molière mieux que personne. Donc, c'était le seul qui pouvait se payer le luxe d'apprendre ses textes au dernier moment. Et puis, ça apportait aussi un truc. Moi, j'ai joué plusieurs fois avec Jérémy, mais quand il était là, on savait qu'il allait sortir quelque chose, et puis la scène, elle allait être bien. Et tu savais pas quoi. Ouais, non, mais après, quand il y avait le public, je veux dire, ça jouait, quoi, ça fonctionnait. Et puis, mais cette capacité d'organisation, je pense qu'il l'avait quand même. Et c'était sa façon à lui d'organiser. Mais organisé, il était, je pense, c'est quand même une qualité qu'il avait aussi. Mais très clair dans ses idées. Et aussi musicalement, moi, et aussi au niveau du texte. Moi, combien de fois j'ai discuté de ses textes, j'ai discuté de certaines formules musicales qu'il avait, la partition de la fausse note, on l'a passé ensemble, je sais pas combien de fois, par rapport à l'orchestration. Et des fois, je disais, mais tu vois, ça sonnera peut-être mieux comme ça. Puis ils me regardaient, puis ils me disent, non, ça, je touche pas. Ok, très bien, on laisse comme ça. Ou bien, certaines formulations, je dis là, oh, quand même, c'est un petit peu facile. Non. Alors, des fois, ils revenaient, ils travaillaient, enfin, voilà, il y avait de vraies discussions. Mais il y a des moments où vraiment, ils savaient exactement comment ça devait fonctionner. Et aussi sur Baricot, on l'a vécu très fort, parce que les formules de chœur étaient très particulières. Il m'a dit, mais c'est ça que je veux. Je dis, ok, très bien. Mais souvent, c'est pour ça qu'on pose la question aussi. C'est pour être convaincu soi-même de ce qu'on propose et de ce qu'on a envie de faire. Mais dans plein de domaines, il avait par moments des moments de certitude comme ça, et des moments de doute à d'autres endroits. Mais les moments de certitude, il tenait vraiment à ce que ce soit fait comme il l'avait imaginé, ou à l'endroit où il l'avait imaginé, parce que c'est comme ça qu'il voyait la chose. Puis en fait, ça devait être comme ça. Puis en fait, il était assez capable d'affirmer ça pour que ça se fasse de cette manière-là. Puis à d'autres moments, il avait plus de doutes, puis il écoutait volontiers, mais c'est vrai qu'il y avait des choses pour lesquelles il était déterminé, quoi. Et il allait jusqu'au bout pour que ça sonne, ou que ça ressemble à ce qu'il souhaite, quoi. C'était une grande force qu'il avait aussi, je trouve. Il se remettait volontiers en question, mais il y a des choses pour lesquelles ça devait des se fois, je faire. trouve qu'il manquait d'originalité dans le choix du prénom des musiciens, mais... Non? Pourquoi dans la fausse note? Comment s'appelaient les musiciens? Michel? Michel. Je voulais voir si vous connaissiez vos classiques, quand même. On est passé à côté de la rêve, je suis désolé. Ouais, moi aussi. Michel. Ça s'appelait tous Michel. Moi, j'ai aussi un très beau souvenir dans son activité de compositeur, où j'ai eu la chance de jouer dans Nosferatu, le ciné-concert qu'il a composé. Et il avait, là justement, quand on parlait il s'adapte aux personnes à qui il compose, là il voulait que je vienne jouer, et donc il voulait écrire pour tous les instruments que je pouvais jouer. Donc il a mis une ribambelle de différentes flûtes avec, flûtes traversières et tout ça. Donc il me demandait, voilà, qu'est-ce qu'il peut jouer avec, quel instrument peut faire quoi. Et puis donc, il m'avait demandé à un moment donné de jouer de la flûte à bec basse. Et je me souviendrai toujours, à chaque fois que j'en jouais, il était mort de rire, parce que c'est une très grande flûte à bec. Et il me disait, t'as l'air d'un panda. T'as une expression panda, donc c'est devenu la flûte panda. Et donc, pour les 8 mesures où je devais jouer de la flûte basse, je voyais toujours qu'il souriait quand je devais jouer cette flûte panda. Et voilà, et justement, c'était aussi une expérience particulière de pouvoir participer à ça, parce que si on va dessiner concert, il y a rarement ce genre d'instrumentation qu'il avait choisi, et évidemment avec des vents, vu que c'était ses instruments de prédilection. Mais voilà, du coup, ça c'était aussi des très beaux moments de pouvoir créer ça, et puis de le voir, il était aussi, voilà, il voulait que ça soit vraiment bien fait, il répétait énormément autour pour diriger, pour être évidemment aussi calé avec le film, et puis de le voir tellement content à la fin, et voilà, ravi que ça se soit bien passé, et voilà, il y avait une part de fierté, mais pas non plus, c'était aussi toujours dans l'humilité, mais voilà, juste heureux que ça se soit bien passé. Et aussi d'avoir réuni une équipe qui s'entendait bien, et des liens aussi super forts qu'on a pu créer grâce à lui de cette manière. Et ouais, donc ça aussi, c'était des très très beaux souvenirs, ce ciné-concert. Tu parlais des costumes et des moments où il venait vers toi pour avoir des conseils. Le dernier souvenir que j'ai par rapport au choix des costumes, c'était pour notre court-métrage qu'on a fait tout dernièrement, quoi. Et j'étais arrivé un peu après quasiment tout le monde, parce que je pouvais pas me libérer avant. C'était un peu une période spéciale, genre Noël par exemple. On n'avait pas le choix, il fallait qu'on tourne à ce moment-là. Et en arrivant, j'ai tellement l'image de lui
tout content de me montrer les costumes qu'il avait et les perruques qu'il avait chopées. Il dit, regarde, il y a celle-là, et il y a celle-là. Tu veux bien essayer de... Ah, fond. Oh ouais, celle-là. Attends, remets-la. Non, plus celle-là, en fait. Et il était vraiment à fond là-dedans. Et on était tout le temps comme des enfants, les deux, à chaque fois, à faire des choix sur les costumes, les histoires. Et quand on écrivait, on avait la même connivence d'enfants. Mais où, des fois, Alix, elle nous écoutait d'une oreille, on essayait de lui résumer, quand tu parlais, enfin, qui parle du résumé qu'il te faisait, et il avait un peu honte. Bah, nous, on avait complètement honte de raconter le résumé d'un truc qu'on avait élaboré ensemble. Puis, ça nous faisait extrêmement marrer d'écrire ça, et il a toujours gardé, je trouve aussi, cette âme d'enfant qu'on a toujours gardé ensemble aussi, dans ce qu'on faisait artistiquement. Et je trouve que c'était une immense force qu'il avait parce que ça lui permettait aussi de pas trop se prendre au sérieux non plus, comme prendre la posture de l'adulte qui doit être très, très fier de tout ce qu'il fait. Et il a toujours eu ce respect des autres, mais aussi ce côté autodérision de ses propres productions, en disant bah ça c'est marrant quand même. Ouais. Et puis ça mettait une gravité en moi sur ce qu'il proposait, je trouve. Ça me fait beaucoup penser ce moment où il est venu justement au stock chercher les costumes de ce court-métrage tout à fait surréaliste encore. Il est arrivé avec des photos de référence. Oui, on les avait choisis. De fous malades, dont une, même lui m'a dit, il me ressemble, non? Et c'était incroyable, enfin, cette photo... C'était lui, ouais. C'était quasiment lui, alors que c'était sorti d'un calendrier des années 80 sur les coupes mulets. Mais même lui, il a dit, mais c'est les mêmes lunettes que moi. Et c'est la même tête que moi. Et effectivement, il y avait quelque chose à dire, c'était assez barge. Et en fait, toutes ces photos de référence, c'est aussi assez magique, mais on a beaucoup ri parce que dans notre stock, il y a beaucoup de choses des années 80 et on a trouvé genre la chemise de la photo, la perruque qui allait... Enfin voilà, c'était hyper proche des rêves. Ah, c'était fou. Avec les années, il avait compris que s'il venait avec des photos, c'était plus simple pour trouver les choses, parce que ses résumés ne suffisaient pas toujours. Et du coup, la dernière fois, c'était incroyable ce qu'on a trouvé, et le résultat fini était mythique, parce que justement, c'était tellement proche de vos références que vous aviez trouvées. On a beaucoup ri aussi en cherchant, on dit « Attends, j'ai trouvé la chemise de ta photo, en fait !» Et c'était trop bien. C'était aussi un bon souvenir avec lui. On a beaucoup ri. Mm-hmm. Ouais, très génial quand c'était un peu moche comme ça. Ah bah, c'est ça en fait, quand il me décrivait les choses, les autres metteurs en scène disaient oui, alors il faut qu'il soit beau, c'est souvent... Et je pense que le mot moche est beaucoup plus sorti dans ce moment-là. Ouais. Parce on cherchait des choses des années 80 moches. Ouais. Et il y avait toujours le virgule moche à la fin de la phrase. et autant les autres metteurs en scène avec lesquels je travaille, c'est toujours pour embellir les gens, autant là pour le coup, c'était pas trop l'idée. Et c'était mythique parce qu'on a vraiment ri. Il a essayé des trucs, il a essayé tes perruques et tes chemises aussi. Et on était morts de rire, quoi. Je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose qui est très important et qui a fait l'objet aussi de longues discussions avec lui. C'était de savoir justement jusqu'où, pardonnez-moi le terme, venant de moi, on peut déconner, mais jusqu'où, finalement, on est sérieux. On doit le faire avec sérieux. Et tout doit être fait avec sérieux. Et c'était le paradoxe dans les spectacles qui montaient ou auxquels il participait, c'est que il y avait toujours cet humour, aussi de l'émerveillement, enfin de l'amusement, etc., du délire parfois, mais finalement tout était fait avec beaucoup de sérieux, et c'est ce qui fait que ça passait, et que ça devenait crédible. Et on a souvent discuté de cette limite. Et puis voilà, moi j'essayais toujours de le pousser un tout petit peu à justement ne pas tomber dans une sorte de protection. Oui, mais finalement, on fait ça, on va s'amuser, et puis tout le monde va s'amuser, mais vraiment d'assumer la responsabilité de dire, on va faire un spectacle. Et tout le monde sait que faire un spectacle drôle est plus dur que de faire un spectacle triste. Et lui, il faisait des spectacles vraiment très comiques. Enfin, non, moi, j'ai beaucoup ri quand même. Hein. Bon, je connaissais certains comédiens, donc déjà rien que de les voir, ça me faisait rire. Mais au-delà de ça, je veux dire, le comique se travaille très bien, et c'est pas juste en mettant une perruque qu'on fait rire les gens. Oui. Ou en racontant des bêtises, ou en ayant un texte avec des jeux de mots. Par contre, il faut qu'il y ait un contexte, il faut qu'il y ait une recherche derrière, il faut qu'il y ait un rythme. Puis tout ça, vraiment, c'était une grande partie du travail dans le découpage. Je pense au rythme notamment. Dans l'ombre d'une fausse note, on a beaucoup parlé du rythme dans le déroulement de la pièce. Et puis c'était une préoccupation pour lui de trouver le bon rythme. Donc
voilà, c'est pour ça que je trouvais toujours très sérieux son approche. Et puis essayer de lui donner ce courage, lui montrer qu'il était, il était capable de faire ça, pas juste pour amuser la galerie, mais d'en faire quelque chose de sérieux, même si à la fin tout le monde rigolait et puis le vivait, heureusement, avec joie. C'est ça qui nous apportait. Ouais. Je pense que vous l'avez vécu comme ça aussi, non? Moi, c'est même quelque chose que j'ai appris de lui. C'est, moi, je pensais que Derrick, c'était juste laid parce que c'était vieux, quoi. Et puis, lui, il parlait d'une esthétique spécifique. Donc, en fait, c'est des choix. C'est pas juste vieux et moche. On choisit ce vieux et moche. Et c'est la même chose dans ce court-métrage. C'était un vrai choix d'orfèvre, presque, enfin précis, de telle perruque ou telle autre, justement, même si on rit au moment où on les essaye. Mais c'est des vrais choix esthétiques et qui sont liés à une réflexion derrière et pas juste, ouais, bah, mais, un peu comme on peut voir dans 120 secondes, mais cette perruque à l'envers, ce sera plus drôle. Bah non, en fait, ça marche pas. Mets-la à l'endroit et ça raconte quelque chose. Même si de base, cette perruque, ce serait pas mon premier choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il allait très en des détails dans beaucoup de choses. Comme tu disais aussi, il les voyait sûrement, il devait avoir des images dans la tête avant de trouver ses rêves. Parce qu'en fait, c'était très précis. C'est vraiment une précision qu'on pourrait penser un peu aléatoire quand on regarde le produit fini, mais en fait, qui est vraiment toujours très détaillé. Et à la base, ce projet-là, c'est la première fois qu'on a autant galéré à trouver une idée pour un concours ou pour un court métrage tout court. Pour dire, on était parti sur une critique de la société à travers un concours masculiniste. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on a trouvé. On regrette presque. On s'est vu chez lui toute une soirée, on est arrivé à ça, je suis rentré chez moi, je dis, c'est un peu naze, non, ce qu'on a trouvé. Ouais, on a vraiment discuté toute une soirée, quoi. Ouais. Manger ensemble, enfin voilà, comme d'habitude, on a pris un bon moment ensemble. On s'est revus chez moi, puis ça a migré complètement vers autre chose. Ah ouais, années 80, ah ouais, mais on pourrait faire ça. Mais ça pourrait être une école de cinéma. Puis en fait, c'était ça qui était dingue aussi avec lui, c'est qu'en fait, même dans ce moment où c'est la première fois où vraiment on n'avait aucune idée, quoi. On savait pas sur quel pied danser et où aller. Tout à coup, hop, en décollant un peu, en trouvant une ref, en trouvant un truc, on arrivait à mettre en place quelque chose finalement. Et puis en fait, ce projet, on était hyper fiers de le proposer à la fin. Parce que du coup, on s'est pas pris au sérieux, mais on a proposé un truc qui se voulait lécher, où on avait une caméra dingue qui était prêtée par un ami, et puis finalement, cette qualité d'image, on l'a ternie au maximum pour que ça ressemble aux années 80, quoi, alors qu'en fait, elle était magnifique, l'image à la base. Mais le projet était comme ça, et puis là, on avait trouvé un truc qui nous bottait les deux. Il fallait que ça nous motive les deux, quoi. Et puis jusque-là, on n'était pas convaincus. Donc je suis hyper content d'avoir eu ce projet avec lui, sur lequel on a eu ta collaboration, qui était géniale. Ça a rendu un truc super à la fin, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'a toujours interpellé avec lui aussi, dans sa personnalité, je ne sais pas comment vous le savez peut-être mieux que moi, mais comment il vivait cette alternance de vie entourée de plein de gens, que ce soit ses fanfares, toutes ces activités, quand il rencontrait des gens pour monter un film ou participer même à des projets de l'avant-scène, etc. Et puis ces grands moments de solitude, et dont il avait besoin pour se nourrir aussi, nourrir sa créativité. Et souvent, ça m'interpellait de savoir jusqu'où, où naissaient vraiment toutes ces idées et comment il équilibrait finalement ces moments où tout d'un coup il avait besoin de calme, il avait besoin d'être tranquille, il avait besoin d'être serein. Et puis après, il pouvait partir justement dans des moments où on pouvait dire toutes les bêtises qu'on voulait de la Terre et il en faisait quelque chose. Et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, ça m'a toujours interpellé parce que derrière le Jérémy très, très rassembleur, il y avait aussi quelqu'un qui tout d'un coup s'échappait, puis entrait dans un monde qui était bien à lui. Et je me suis toujours dit, tiens, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Il y a sa musique, heureusement, il y a ce qu'il a fait, mais je ne sais pas si vous l'avez aussi perçu comme ça. Il avait Roger. Et il avait Roger. Mais... il avait besoin certaines fois d'avoir des moments pour lui, clairement. Puis suivant les périodes, quand il y avait beaucoup à gérer, quand il y avait de l'administratif, des choses un peu moins rigolotes et moins créatives,
Tout à coup, il y avait un peu plus de périodes où il était un peu plus dans le mou, mais ce qui est normal, parce que tout à coup, bah oui, tu vois moins de monde. Alors, il voyait quand même pas mal de monde dans la semaine, parce que au final, il avait quand même 3 fanfares à diriger. Il avait des mandats ponctuels à côté, enfin, il voyait quand même pas mal de monde. Ouais, ça faisait beaucoup de monde quand même. Mais il y a des moments qui étaient quand même plus... Bah voilà, où c'était plus compliqué quand même. Je le voyais comme un échappatoire nécessaire. Mhm. On a tous une activité, on va promener le chien, enfin, etc. Ou on se balade en forêt, ou on fait du jogging avec le groupe de l'avant-scène, pour les plus braves. Mais moi, je parle un tout petit peu d'une autre dimension. C'est-à-dire que c'est une manière de vraiment nourrir. Justement, parfois, il s'est trouvé face à la feuille blanche, comme tu dis. Alors, des fois, en parlant, ça évoluait, mais des fois, il allait vraiment chercher au fond de lui-même. Il venait avec des idées en disant, mais je voyais l'évolution entre le premier projet, le deuxième, le troisième. Je me disais, ouais, il me faut du temps pour moi, il faut que je... Voilà. C'est aussi une face qu'il avait qui était très forte et je pense qu'elle était nécessaire pour lui. Et voilà. C'était juste pour... Ouais, mais il m'hallucinait des fois parce que tout à coup, on s'appelait un jour, il me disait, bah aujourd'hui, j'ai pas d'inspi, je dois faire ça, il y a rien qui vient. Puis le lendemain, je pense, on se rappelle, puis je dis, ça va avec ton projet? Ouais, bah finalement, j'ai fait ça. En fait, en une journée, tout à coup, il avait chopé tout ce qu'il voulait. Mais enfin, il avait fait une avance folle, quoi. Ouais. Et il arrivait vraiment... Des fois, il y avait des moments de blanc, puis d'un coup, à l'inverse, il était ultra productif, quoi. C'est ça. Il y a pas mal d'artistes qui sont comme ça, je crois. On parlait de bien sûr. Goscinny, je sais qu'il était comme ça. Ouais. Il paraît qu'il avait des moments où ils sont fermés à Pistori, puis tout à coup il écrivait son scénario de BD comme ça. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se retrouve chez ces gens hyper créatifs. Tout à coup ils ont besoin de s'enfermer un peu. Et je pense qu'il avait trouvé son équilibre quand même, j'ai l'impression. Il y a besoin d'un certain ennui pour tout d'un coup avoir mais l'espace faire le vide, les parce choses qu'il viennent. y a tellement de sollicitations en plus. Tu diriges 3 fanfares dans la semaine que... Et puis comme tout le monde, il avait besoin de l'échéance. Qu'on lui dise, c'est à cette date. Ah bah oui. Mais il était perfectionniste aussi quand même, hein. Je pense, assez. Ouais, puis quand tu vois le nombre de projets qu'il menait en parallèle, il était obligé d'avoir cette deadline, parce que sinon, c'était super compliqué. Ouais. On a repoussé parfois quelques deadlines, d'ailleurs. C'est vrai. Exceptionnellement. Ça n'arrive jamais. Non. On parlait de son agenda avec plein de couleurs différentes, tu sais, des pastilles de plein de couleurs en fonction des types de projets. Tu vois ça, t'as les yeux qui se croisent, quoi. C'est impressionnant tout ce qu'il gère. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez voulu partager en lien avec ce que vous aviez avec Jérémy? Ce que tu viens de dire, en fait, qu'il avait besoin d'un petit peu de temps. Moi, pour l'ombre d'une fausse note, je vais toujours au théâtre beaucoup plus tôt que tout le monde. Et c'était devenu presque une joke à qui allait devoir aller chercher la clé pour l'ombre d'une fausse note, si c'était lui ou si c'était moi. Moi, j'y allais 3h30, 4h avant. Et puis une fois, il est arrivé avant moi. Parce que sur l'hôtel relativement rare, il fait « Ah, je suis déjà là !» Du coup, voilà, c'était un petit souvenir comme ça. Non, moi j'ai juste envie de dire qu'il me manque beaucoup, comme je pense qu'il vous manque à tous. Et puis c'est vrai qu'on y pense tous les jours. C'est pas du tout quelque chose qui passera. Et puis sa vie a été trop courte, mais il nous laisse beaucoup. Et on va continuer de se nourrir de tout ce qu'il nous a laissé. Parce que c'est quelqu'un qui était présent. Il y a des fois, on peut dans la vie avoir des rencontres marquantes qui sont des tournants, etc. Mais lui, ce qui était beau, enfin, de temps en temps, il n'était pas là à toutes les répétitions, mais il était quand même très très présent. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense qu'aujourd'hui encore, je ne peux pas penser à lui au passé, je pense vraiment à quelqu'un qui est très présent dans notre vie encore. Et son imaginaire aussi est présent. Donc ça nous enrichit, ça nous porte, je pense que c'est... d'autant plus il nous manque, mais d'autant plus il est présent. Moi, je suis très, très heureuse de l'avoir connu et je suis honorée d'avoir pu vraiment participer à tellement de choses avec lui. Quand il t'appelle et lui dit « ça t'intéresse de faire tel truc ?» Oui, Jérémy, on le suivait partout. Et dans l'envoi du Fausse Note, il y a eu tout à coup beaucoup de gens nouveaux dans le chœur, aussi grâce à toi, puisque c'est des collègues.
entre autres Brigitte qui est dans la salle. Et c'est des gens, je suis contente qu'ils aient eu ce contact avec Jérémy. J'étais fière de pouvoir dire waouh, ils ont connu Jérémy. Et ça restera vraiment quelque chose de. Oui, ça va durer. L'ASO englobe ce Jérémy qui nous a nourris. Et moi, je pense que quand on a travaillé avec quelqu'un et puis qu'on a ensuite vu à quel point il reste dans nos cœurs, c'est que c'était très très fort, quoi. Tout le monde n'est pas comme ça. Ouais, puis ça fait du bien de parler de lui. C'est important de parler de lui, mais C'est une présence en fait. Enfin, pour moi, il y a une présence et qui reste. En fait, la présence de Jérémy, elle est toujours là. Et puis, même en cours de théâtre, on en parle encore, quoi. Et même en plaisantant, quoi. Mais Jérémy, qu'est-ce que tu penses de ça, quoi? Enfin, on l'a fait quelques fois et on va continuer de le faire, quoi. Parce que, oui, il est là, en fait, quelque part. Il y a une présence qui est différente, mais il y a une présence, moi, je pense, qui tient à ce qu'on, comme tu dis, qu'on la ravive, en fait, en parlant. Puis c'est chacun à notre manière. Enfin, Ouais. il y a des costumes Ouais. que Marianne nous a donnés, donc des costumes de Jérémy qui sont arrivés dans notre stock maintenant, dans lesquels il y a des petites étiquettes Jérémy, et que quand ils sortiront, on saura que c'est les siens. Et puis il y en a d'autres qui étaient ses costumes sur scène. Puis Ouais. je peux On pas les les voit, voir ouais. sans... Pardon. Je peux pas les voir sans dire ça, c'est le costume de Jérémy, même s'il va sur quelqu'un d'autre, même s'il sort pour une autre pièce qu'on connaît même pas. Mais ce sera toujours ses costumes. Donc je pense qu'on a chacun notre manière de se souvenir de lui et qu'il nous fasse des petits clins d'œil et des petits coucous. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous aussi. Merci à toi d'organiser tout ça.